Bonjour à tous, je suis Matar Mbaye, je suis le directeur des programmes de SCBS, la Business School de Y School. Je suis aujourd'hui heureux de pouvoir vous évoquer avec vous l'orientation, votre orientation, et notamment vous parler en fait des possibilités qui vous sont offertes en école de commerce. Euh, L'école de commerce, en fait, aujourd'hui est un abus de langage parce que lorsque l'on parle en fait d'école de commerce, on parle plutôt d'école de management parce que le commerce ne constitue plus le point central de la formation. Il y a d'autres activités, il y a d'autres disciplines qui entrent en ligne de compte. Et nous avons aussi des extensions de disciplines parce qu'aujourd'hui, c'est la transdisciplinarité qui est le privilégié. Je vais m'expliquer pour tous ces termes. Les grandes écoles, en particulier, celle de comme mon établissement, ont la particularité de préparer des managers pour, en fait, toutes les organisations, qu'elles soient à but lucratif, donc des entreprises, des sociétés, des commandites, des holdings, etc., mais aussi à but non lucratif. C'est-à-dire que nous avons en fait des managers qui, à la fois, peuvent articuler des besoins économiques, des besoins de résultats financiers durs, ou alors prendre aussi en charge les enjeux environnementaux, sociétaux, etc. Ce qui fait dire qu'en fait, intégrer une grande école, c'est en fait s'ouvrir la possibilité de pouvoir en fait réaliser son projet professionnel et personnel de manière assez certaine. Pourquoi je parle de manière aussi claire que cela? Les grandes écoles, notamment, ont cette particularité d'être reconnues pour leur aptitude à préparer à l'emploi. Les recruteurs, de manière générale, privilégient l'état d'esprit, les profils des étudiants en provenance des écoles de commerce parce que celles-ci utilisent une démarche pédagogique, utilisent un modèle d'enseignement en fait qui privilégie le savoir-faire et qui privilégie aussi l'opérationnalité. Les gens savent faire des choses en sortant de ces écoles de commerce. Ces écoles, en tout cas pour ce qui concerne les grandes, parce qu'après je vais faire une petite distinction. Il y a à peu près 500 écoles de commerce en France qui proposent des bac plus 5, donc du bac plus 3 donc, jusqu'au bac plus 5, selon différentes modalités que je prendrai aussi le plaisir de vous présenter. Mais pour l'instant, je vais m'en tenir à ce qui constitue les écoles de la conférence des grandes écoles qu'on appelle des grandes écoles, et je vais vous expliquer pourquoi aussi on les appelle des grandes écoles. Ces écoles ont la particularité, d'être relativement anciennes. Ce sont souvent des anciennes écoles consulaires, créées il y a à peu près de plus de 200 ans, donc avec une historicité, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a tout un système qui en dépend, le système des classes préparatoires, des concours aussi, et qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous parlez de grandes écoles, tout de suite, il y a des images qui arrivent. Ces images qui arrivent ne sont pas souvent très reluisantes, hormis le fait de pouvoir préparer très rapidement à l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est souvent perçu comme le milieu des enfants de riches, comme le milieu où en fait il faut juste faire la fête, le plus dur quand c'est d'y entrer et quand on paye, en fait, finalement, tout est possible. Je voudrais donc dans cette présentation aussi pouvoir en fait dire que les écoles de commerce sont ouvertes à tout le monde. Les grandes écoles en particulier ont mis en place des politiques d'ouverture sociale, d'accessibilité pour tout étudiant qui est méritant et en fait qui a un projet professionnel et personnel. Dans ma présentation, je vais prendre le temps de vous détailler comme ça. Donc, exit les clichés, fils de riche, BCBG, ce n'est pas pour moi, le niveau est trop élevé, etc. Les grandes écoles sont accessibles et sont ouvertes à tout le monde et pour peu que vous avez le niveau requis. Elles se caractérisent, ces grandes écoles, par la reconnaissance institutionnelle, c'est-à-dire que tous les diplômes délivrés dans les grandes écoles sont des diplômes de l'État. Une grande école, c'est une école qui délivre un grade de master, un diplôme visé, donc un bac plus 5 visé, reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Mais en plus d'être visé, ce diplôme est revêtu d'un grade de master, c'est-à-dire que ce diplôme est contrôlé par l'État systématiquement. La deuxième chose, c'est que
vous avez une exigence de qualité, d'excellence, donc de qualité académique, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des enseignants-chercheurs qui travaillent aux côtés de professionnels, mais les étudiants, pour intégrer, doivent passer par un SAS, par des concours. Vous en avez certainement entendu parler. Ce sont les concours pour les classes préparatoires, ce sont les concours des admissions parallèles, des admissions sur titre, qu'on appelle Sésame ou qu'on appelle Passerelle. Une grande école se caractérise, hormis la reconnaissance institutionnelle, la qualité et la recherche d'excellence, par sa dimension internationale. Une grande école vous oblige à vous ouvrir à l'international, soit à travers les stages, soit à travers l'expatriation. Et en interne, vous avez la possibilité, allez devoir côtoyer, travailler avec des étudiants qui sont originaires de l'étranger, parce qu'en fait, dans le cadre de la mobilité étudiante, ben, nous accueillons beaucoup d'étudiants internationaux et en amphi, en classe, dans les groupes de travail, vous allez devoir travailler qui avec un Chinois, ici avec un Autrichien, ici avec un Norvégien, etc. C'est d'autres façons de penser, c'est d'autres façons d'aborder les problématiques, c'est d'autres façons de regarder les enjeux, ce qui fait que vous aussi, en même temps, en vous frottant à eux, vous savez demain à qui vous aurez affaire en termes de business, mais aussi vous savez sur qui vous pourrez compter si on parle de réseau. Les grandes écoles aussi se spécifient par le fait qu'elles mettent en œuvre une pédagogie qu'on appelle expérientielle, c'est-à-dire que c'est le learning by doing, c'est qu'on apprend en faisant. Donc, toute la pédagogie tourne autour de l'idée qu'une fois qu'on vous a donné le bagage théorique, le bagage académique pur, strict, en fait, il y a des bacs à sable, des moments d'entraînement, des occasions multiples pour pouvoir en fait s'entraîner. Ce sont des business games, ce sont bien sûr les stages, mais c'est la vie associative où vous devez porter des projets qui vont du plus simple, organiser juste une collecte pour le Téléthon, jusqu'à des choses qui sont très, 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 très sophistiquées, organiser des Olympiades qui réunissent plusieurs écoles, etc., ou des projets d'entreprise. Ces écoles, enfin, sont payantes. Et peut-être que c'est là où c'est un peu ce qui effraie beaucoup de personnes, sont payantes et pour autant ne sont pas inaccessibles. Elles sont payantes, mais les boursiers, elles admettent des boursiers. Elles admettent aussi toutes les personnes qui sont en mesure de présenter un projet personnel fort et qui ont aussi d'excellents résultats académiques, c'est-à-dire qu'elles mettent en place des bourses d'excellence. Donc, la plupart des grandes écoles ont à la fois le mérite d'accueillir des boursiers, tout type de boursiers, mais aussi d'octroyer des bourses à certains des étudiants les plus méritants. Alors, il y a une petite condition, souvent, c'est après la première année qu'en fait, cette bourse d'excellence est souvent décernée, mais c'est une possibilité. Dernier point, pour ce qui concerne le financement, il y a de l'alternance. Toutes les grandes écoles, aujourd'hui, organisent leur parcours en alternance, ce qui permet à l'étudiant à la fois de bénéficier de l'enseignement académique de qualité et de profiter d'une insertion dans dans le monde professionnel quasi immédiate en travaillant en entreprise. Dans mon établissement, notamment, le rythme d'alternance, c'est une semaine à l'école et trois semaines en entreprise. La particularité de ce système, c'est que l'entreprise prend en charge les frais de scolarité. Vos frais de scolarité sont payés par l'entreprise et l'entreprise vous verse un salaire par ailleurs. Ce qui veut dire que, en fait, vous pouvez étudier, vous former, acquérir de l'expérience professionnelle sans avoir en fait à alourdir la facture initiale et payer les frais de scolarité. Le système fonctionne très bien. Aujourd'hui, dans mon établissement, 50% des étudiants en troisième année sont des étudiants en alternance et ça marche relativement bien. Donc, une grande école, c'est aussi une bonne école. Pourquoi je dis cela? Parce que vous avez certainement l'occasion de tomber sur des classements de l'étudiant, de Challenge, du Figaro, en fait, qui passent au crible
les performances des établissements. C'est très salutaire pour nous parce qu'en fait, ça crée de l'émulation parce qu'on veut toujours monter dans le classement. Mais par ailleurs, en fait, c'est un élément de contrôle par le public, c'est-à-dire que ce que nous faisons est de notoriété publique. Donc, si je vous dis que le taux d'employabilité des étudiants issus des écoles de commerce est plus de 86%, en fait, ce n'est pas de la publicité, c'est que vous pouvez aller le vérifier à la fois sur le site de la Conférence des grandes écoles, mais sur les sites du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation aussi. Ce sont des chiffres officiels, ce sont des enquêtes qui sont menées chaque année. Donc, une grande école rentre dans ce jeu-là et donc se soumet à un contrôle, à la fois un contrôle institutionnel, mais aussi un contrôle du public, puisque combien d'étudiants vous avez recrutés, combien de prépas ont choisi votre école, combien d'accréditations avez-vous, on met tout sur la table. Et les grandes écoles coopèrent aussi. Elles sont concurrentes, bien sûr, parce que chacun veut occuper le haut du panier, mais elles coopèrent à travers des banques d'épreuves. Donc, les banques d'épreuves les plus connues sont la Banque centrale des épreuves, BCE, ou la Banque Écricole, pour ce qui concerne les prépas. Mais nous avons aussi des banques d'épreuves pour les admissions parallèles. Et je peux vous citer la Banque Passerelle ou la Banque Avenir. Donc voilà, de manière générale, voilà l'univers dans lequel, en fait, on peut considérer les écoles de commerce et les entreprises ne s'y trompent pas parce qu'à la sortie, euh, elles prennent nos étudiants et leur accordent souvent des perspectives de carrière relativement intéressantes. Mais bien avant, elles ont aussi eu à connaître, ces entreprises, elles ont eu à connaître ces étudiants parce que ces entreprises sont impliquées au moment de la sélection, donc au moment des concours, dans les jurys de concours. Le candidat, souvent, est en face d'un académique, d'un membre de la faculté de l'établissement ou de l'administration de l'établissement et d'un professionnel de l'entreprise qui, en fait, juge de son potentiel, de son aptitude et évoque un peu son projet professionnel et personnel. Pendant la formation, l'étudiant est confronté à la réalité de l'entreprise de multiples manières. Il y a des entreprises qui envoient des cadres pour venir donner des cours. Donc, nous avons des professionnels qui enseignent leur métier et non pas leur discipline, leur métier. Nous avons des professionnels, des cadres qui viennent en école pour des conférences, pour des témoignages sur leur activité, sur leur fonction, quelle est la réalité aujourd'hui ou les enjeux dans le monde de la banque avec la digitalisation. Donc voilà, il y a le métier de la banque aujourd'hui, mais il y a un phénomène beaucoup plus global qui est la digitalisation. Que se passe-t-il au sein des organisations bancaires, ainsi de suite. Donc, venir témoigner sur la réalité, sur la vie de professionnels concrètes. Il y a aussi une manière de participer des entreprises à travers, bien sûr, les contrats d'alternance et les conventions de stage et à la fin l'emploi, mais aussi des entreprises participent à nos comités de perfectionnement. Je vous ai dit que nous sommes souvent amenés à revoir nos programmes pour coller à la réalité économique, pour coller à la réalité des entreprises, à la réalité de l'emploi, du monde de l'emploi. Ce qui fait que les entreprises sont impliquées, sont invitées à venir ausculter nos programmes, à discuter avec nous en nous disant, aujourd'hui, les problématiques auxquelles nous sommes confrontés sont de ce type. Les derniers diplômés qu'on a eus n'avaient pas reçu ce type d'enseignement, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'émergent ou quelque chose qui s'impose. Ce serait bien si on pouvait adapter de ce point de vue, etc., etc. Donc, nous regardons de notre côté par rapport à nos obligations institutionnelles et académiques, hein, dans quelle mesure il est possible de le faire, sous quelle manière on peut transformer cela. Est-ce qu'il faut augmenter la durée des stages? Est-ce que et pendant la formation, il faut faire des study trips, c'est-à-dire amener un petit groupe pendant une semaine, par exemple, dans un contexte particulier pour qu'ils puissent voir, etc. Je ne sais pas, organiser un voyage au port de Bilbao pour voir comment voilà, ce port a pu, un musée a pu drainer une dynamique, etc., etc. Voilà, donc c'est une manière d'ouvrir et d'élargir, d'approfondir aussi le programme qui est déjà à l'œuvre. Donc, proximité avec le monde de l'entreprise pour définir une grande école.
Je peux m'arrêter là, peut-être sans doute s'il y a des réactions à ce premier niveau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que, on peut continuer peut-être dans la présentation si si nous n'avons pas de... Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si besoin, je rétablis votre micro. Merci, André. Alors, donc, je vais continuer. Une fois que j'ai dit ça, donc, en fait, j'ai posé le cadre général hein, de ce que c'est qu'une grande école, hein, et donc enlever aussi, dissiper quelques doutes qu'on peut avoir. Je répète, une grande école vous est accessible, quel que soit votre niveau de revenu, quel que soit votre niveau scolaire. Le travail des grandes écoles aujourd'hui, c'est l'ouverture sociale, c'est de travailler à la promotion aussi sociale. Donc, si vous avez un projet, un tant soit peu, après ce que je vais vous dire, qui semble pouvoir rentrer dans ce cadre-là, vous n'hésitez pas à prendre les devants, à effectuer les démarches auprès des écoles pour pouvoir en fait juste concrétiser un projet. Donc, euh, une grande école aujourd'hui mène à un large panel de métiers parce qu'en fait travaille beaucoup sur des compétences. Nous avons des connaissances académiques, certes, mais travaille aussi sur les compétences. Alors, les compétences, c'est que euh, vous allez devoir identifier un métier, un secteur d'activité, une fonction ou un rôle ou rien du tout, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui se passe concrètement en entreprise. Et en fait, la grande école va vous mettre en situation à la fois de découverte. Vous allez découvrir des champs. Il y a des champs qui sont inconnus par un étudiant. Le contrôle de gestion, quand on est après le bac, ou même après un bac plus 2, ben, on ne sait pas exactement à quoi ça consiste. On a fait du contrôle de gestion, mais un contrôleur de gestion dans une entreprise, on ne sait pas exactement quel est son rôle, quel est son statut, et à quel niveau hiérarchique à peu près il peut se situer. Donc, quelles sont ses prérogatives, etc. Et or, ceci est important parce que dans votre projet, il y a une dimension qui est une dimension sociale, qui est une dimension personnelle. Parce que certains ont besoin d'être dans des situations où ils sont valorisés. Alors, tout le monde n'a pas la même définition de cela, mais chacun attend plus ou moins dans son métier de pouvoir briller d'une manière ou d'une autre. Certains veulent avoir une grosse voiture, certains veulent avoir un grand bureau, certains veulent être en open space, certains veulent pouvoir être en contact avec des personnes, certains veulent pouvoir avoir des jobs où ils sont plutôt dans la réflexion, dans la définition stratégie. Voilà. Et ça, c'est un élément qu'il ne faut pas perdre de vue. Et il vous revient de le définir, de le poser et de construire à partir de ça. Donc, les métiers, de manière générale, auxquels mènent les grandes écoles, sont les métiers qui tournent autour du marketing. Mais si je dis le marketing, en fait, c'est très, 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 très vaste. Parce que le marketing, c'est effectivement établir un mix, un plan d'action, c'est établir une stratégie de développement à l'international, mais c'est aussi designer des produits. Donc, vous pouvez aussi bien travailler sur du web marketing, donc vous travaillez avec du numérique, donc avec l'outil digital, développer des compétences en matière même de codification, parce que ben, finalement, vous allez être SEO et que vous allez pouvoir, en fait, pouvoir opérer directement dans le back-office, mais vous pouvez aussi être en tant que chef de produit dans le design de produits. Je prends juste des objets qui nous sont très familiers. Aujourd'hui, on a des distributeurs de gel. Les distributeurs de gel, c'est transparent, on fait dans une certaine matière, avec une certaine maniabilité, etc. Ben, si vous venez à SCBS 3, nous avons une école de design avec laquelle nous travaillons. Ben, ceux qui sont formés en marketing ont des cours de design, ont des cours de design matériel, de matériaux, ont des cours de couleurs, ont des cours, voilà, etc., qui leur permettent, en fait, en plus de la connaissance stricte liées au marketing, de pouvoir travailler sur la fabrication des objets. Donc, ça donne en fait des atouts supplémentaires pour attaquer le marché du travail. Les métiers de l'audit et du conseil, donc qui tournent autour des chiffres, en fait, c'est la maîtrise et le pilotage de la performance des entreprises. Nous avons tous les métiers qui tournent autour de la banque.
de la finance et des assurances, qui peuvent être de conseillers clientèle, gestionnaires de patrimoine, à des analystes financiers, en fait, qui ne sont pas forcément en rapport avec les clients, mais qui sont en back-office et qui, derrière, ben, sont en fait en train de dessiner les modèles et d'analyser l'activité de prêt et de financement. Nous avons aussi des conseils LBO, donc ceux qui sont un peu plus dans la fusion, transmission, etc. Et donc, voilà, qui s'occupent des montages financiers qui permettent ben, d'absorber et de suivre les absorptions, les fusions, les partages entre les entreprises. Il y a aussi les métiers de traders qui ont aussi de vent en poupe et qui nécessitent bien sûr ben, un bagage en mathématiques, mais aussi un certain flair, un certain savoir-faire qui permet de réussir. Donc, des métiers très ouverts, je vous passe des métiers du commerce de la vente, hein, vous allez apprendre à négocier, ouvrir un nouveau marché à l'Est, en Afrique ou dans un pays européen, et c'est vous qui allez installer l'entreprise et ouvrir son nouveau marché à travers un savoir-faire, mais aussi avec une connaissance culturelle et politique assez affirmée de la zone dans laquelle vous mettrez les pieds. Tout ce qui concerne les achats, la supply chain, aujourd'hui, la distribution du produit est un enjeu capital. Nous sommes tous, et la situation pandémique nous a un peu éveillés là-dessus, dépendant de réseaux d'approvisionnement qu'on cherche à optimiser. Pendant longtemps, on a été dépendant de tout ce qui venait de la Chine. La pandémie a montré qu'en fait, il y avait des limites. Donc, on voit par exemple qu'il y a aussi des processus de relocalisation, des processus de réduction des filières de distribution. On a inventé le transport doux parce que ben, il y a des contraintes dans les grandes villes pour l'accès des gros porteurs à la ville. Donc, il y a des questions aujourd'hui qui sont en fait sur le devant et que, en fait, demain, le manager a l'obligation de devoir traiter. Le dernier point, mais je ne suis pas exhaustif, hein, mais le dernier point dans ma présentation, c'est la création d'entreprise. Toutes les écoles, en fait, aujourd'hui, vous incitent ardemment à acquérir les réflexes d'un entrepreneur. Alors, l'idée, c'est pas de vous transformer tous en entrepreneurs, mais c'est de dire, vous avez un projet aujourd'hui et vous voulez le concrétiser, soit on y va et on vous propose le statut d'étudiant entrepreneur. Ici, à Troyes, nous avons la Technopole de l'Aube qui accueille des étudiants qui sont porteurs d'un projet et qui vont vous aider à la fois à structurer, etc., et parfois même à incuber, c'est-à-dire à vous accueillir pendant un temps pour que vous puissiez développer ce projet. Mais l'incitation à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat, la formation à l'entrepreneuriat, vise aussi un autre objectif, c'est que demain, après 10, 15 ans d'expérience professionnelle, vous serez en mesure de comprendre un marché, de comprendre ses enjeux, de comprendre les clients. Et en fait, vous avez un savoir-faire que vous pouvez faire, dont vous pouvez faire bénéficier à un large public au-delà de votre entreprise. Cela veut dire concrètement, vous créez un cabinet de consultants, vous avez un talent quelconque parce que hors de vos heures de travail, vous avez, je ne sais pas, des talents culinaires, vous avez des talents de décoration, de la musique, etc. Et que vous avez une activité qui peut aussi émerger et qui peut vous apporter beaucoup de satisfaction, soit numéraire, soit simplement le plaisir, la satisfaction de faire. Et savoir entreprendre, connaître les chemins vers l'entreprise va vous, en fait, vous libérer à force que vous progressez dans vos vies professionnelles et personnelles. Donc, la création d'entreprise est aujourd'hui devenue une pierre angulaire dans la formation dans les grandes écoles. La particularité par ailleurs, je peux avancer, c'est bien sûr bénéficier d'un enseignement de qualité, cela va de soi, parce que je vous ai dit, hein, des enseignants-chercheurs qui organisent la transmission des connaissances, appuyés par des professionnels de l'entreprise, mais c'est aussi acquérir une double compétence. Aujourd'hui, on ne fait seulement pas du marketing, on ne fait pas seulement de la finance,
Quand on fait de la finance, on fait des fintech. On fait de la finance en prenant en compte la dimension technologique aujourd'hui dans les finances. Donc aujourd'hui, tout le monde a entendu parler des bitcoins, des blockchains, etc. Il s'agira de cela. Ce n'est pas à proprement parler au départ de la finance, mais en fait, les enseignements en finance les intègrent. C'est comme ça, en fait, que le marketing digital s'est imposé. Au début, on faisait du marketing. De l'autre côté, il y avait Internet et puis des sites 1.0 qui ne bougeaient pas, etc. Et finalement, on a créé le web marchand et le web marchand a généré toute une culture économique aujourd'hui, a drainé toute une activité économique qui peut quasiment se peser en des milliards et des milliards d'euros. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous allez intégrer une école de commerce, c'est que vous avez un projet, vous aurez des enseignements et ces enseignements vont essayer de vous amener à avoir un double profil. J'ai un cadre académique, intellectuel, conceptuel que je maîtrise. J'ai un champ de compétences qui est relativement ouvert parce que dans ce champ de compétences est alimenté par les connaissances académiques, mais aussi par des connaissances d'autres disciplines, parfois pas académiques, qui viennent en fait colorer mon parcours, qui viennent colorer mon profil. C'est ça qui fait qu'en fait, quand vous sortez et que vous êtes au niveau de à la recherche d'un emploi, quand vous êtes face à des recruteurs, c'est ce qui fait que en fait, vous avez en fait cet atout supplémentaire parce que quand vous leur parlez à la fois de ce dont tout le monde parle, mais vous amenez aussi une vision nouvelle, un regard nouveau sur des objets. Et parfois, ça peut les surprendre et les intéresser parce qu'en fait, ça a fait avancer un tout petit peu la réflexion dans l'entreprise. Donc, acquérir une double compétence pour pouvoir en fait affiner son choix et enrichir son projet professionnel et personnel. Donc, si j'avais un point en termes de synthèse en attendant vos questions. Euh, une grande école, c'est de l'employabilité. C'est-à-dire que c'est de l'employabilité quasi immédiate. Mais en vous parlant d'employabilité, je vous parle de votre insertion professionnelle tout de suite, mais je vous parle aussi de votre développement de carrière. C'est pour ça que vous comprenez qu'à chaque fois que je vous parle de maintenant, le court terme, mais je vous parle de l'avenir. Quand on sort d'une école de commerce, en règle générale, on a appris à apprendre. C'est-à-dire qu'on a appris à dépasser ce qu'on sait. On a appris à ne juste considérer que ce qui existe. On vous invite à passer, on dit souvent out of the box, c'est-à-dire à aussi élever un tout petit peu votre stature pour pouvoir voir de haut et pouvoir peut-être regarder des trous dans la raquette, des choses qui manquent, etc., à la fois dans votre entreprise, dans l'activité, etc., mais aussi dans votre portefeuille de compétences. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire, ben, OK, aujourd'hui, la question des bitcoins, je n'y comprends pas grand-chose. Pourtant, voilà, j'ai fait du droit, je connais le système des contrats, je connais un peu la finance, etc., les outils de finance. Mais voilà, il me manque des éléments. Eh ben, il faut aller voir un MOOC. Il y a des MOOC qui, en fait, aujourd'hui proposent des parcours d'apprentissage qui sont très, très, très bien faits. Et il faut juste s'y inscrire et aller à la découverte de ces nouvelles connaissances. Donc, apprendre à apprendre, remettre en cause ce qu'on a déjà intégré, s'ouvrir à d'autres champs de connaissances, être curieux et pour cela, en fait, être aussi capable de synthétiser. Donc, votre employabilité, ce sera fait de votre adaptabilité. Et cette adaptabilité suppose aussi de l'humilité. C'est-à-dire que voilà, si je dis que ben, je sais tout, ben, si je sais tout, ben, je n'ai plus besoin d'autre chose. Par contre, si vous dites, OK, je sais tout, il y a des choses nouvelles qui arrivent, je comprends qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent, que je ne les maîtrise pas, il faut que j'aille chercher ailleurs le complément qui me manque, apprendre à apprendre. Donc, apprendre à apprendre est un marqueur très fort pour votre employabilité immédiate et pour surtout votre employabilité future. Vous avez l'exposition à l'international. Alors, I don't know how good is your English, but you have to improve, frankly, and the harder you can. Juste pour vous dire que l'anglais, les langues étrangères constituent un élément essentiel dans l'apprentissage. Dans la plupart des grandes écoles, lorsque vous arrivez en troisième année, 50 à 90% des cours sont donnés en anglais. Pourquoi? Parce que nous accueillons beaucoup d'étudiants internationaux.
mais parce que les accords aussi de partenariat permettent la circulation des profs, la mobilité des profs entre les établissements. Et donc, quand un professeur indien, autrichien, japonais ou américain arrive à l'école, il n'enseigne pas en français. Donc, nos étudiants doivent relever leur niveau en anglais. Donc, souvent, il y a un test que les écoles demandent, exigent, qui est le test du TOEIC. Alors, ça varie hein, entre 700 et 800 au TOEIC. Voilà, pour vous dire que voilà, vous êtes au niveau B2 par rapport au référentiel européen. C'est-à-dire que vous êtes capable de comprendre une conversation, de prendre des notes, de répondre et d'articuler des idées devant un interlocuteur qui ne parle pas votre langue, mais qui parle une langue étrangère. Donc, les langues sont très importantes. L'international, c'est aussi l'immersion, c'est-à-dire que vous allez partir. Hein, dans la plupart des grandes écoles, vous allez avoir à effectuer un séjour de 6 mois, souvent au minimum, à l'étranger. Alors, là, encore une fois, il n'y a pas de difficulté parce qu'il existe un système de bourse qui permet à tout étudiant de pouvoir partir en Europe, vous avez compris Erasmus+, mais aussi à l'étranger, en dehors de l'Europe, parce qu'il y a des accords qui permettent voilà, de réduire les frais de séjour, de trouver des aménagements dans l'hébergement, etc., qui permettent à tous nos étudiants, quelles que soient leurs conditions sociales, de partir à l'international. Donc, en règle générale, si vous n'êtes pas en alternance, vous êtes tenu de partir à l'international pour 6 à 12 mois. Alors, 12 mois, pourquoi? Parce que souvent, ces accords de mobilité s'accompagnent de la possibilité d'obtenir un double diplôme, c'est-à-dire obtenir un diplôme de votre établissement d'origine et d'obtenir un diplôme de l'université étrangère. Cela a son importance parce que quand je vous parlais tout à l'heure d'employabilité, lorsque vous vous présentez devant un recruteur qui est un grand groupe international, fabricant de voitures de luxe, etc., et que vous dites que vous avez été formé dans une grande école française, waouh, intéressant, c'est très bien. Mais si vous, en plus, vous dites que vous avez un diplôme d'une Fachhochschule allemande, en fait, vous avez marqué énormément de points parce que à la fois, vous avez le niveau d'instruction de leur cadre, vous avez l'ouverture d'esprit qui vous a permis de vous adapter là-bas, donc il y a des questions qui ne se posent plus. Vous avez une familiarité avec la langue, avec la culture, avec les façons de faire. En fait, vous marquez des points. Donc, le double diplôme, en fait, est le gage de votre adaptabilité à l'international. Nous savons aujourd'hui que dans une économie globalisée, les entreprises, en fait, n'ont pas d'identité nationale à proprement parler. Si vous prenez Renault, qui est notre emblème national s'il le faut, si vous prenez Peugeot, regardez juste les images anciennes de la France, la place que ces marques ont occupée. Ben, pour autant, ben, aujourd'hui, c'est en Chine que la plupart de l'activité se déroule. C'est au Maghreb qu'on ouvre de nouvelles usines, etc. Bien sûr, il y a des conséquences ici en interne, hein, parce qu'on ferme de l'emploi, etc. Mais demain, vous allez pouvoir vous allez être confronté à cette situation où l'entreprise, en fait, est déterritorialisée. Il n'est pas attaché à un territoire en particulier, peut se démultiplier. Et si vous êtes dans cette entreprise, vous serez amené à bouger, peut-être à suivre le développement de l'activité dans tel ou tel coin du monde. C'est là où, en fait, je m'arrête aussi un tout petit peu pour dire une des spécificités. Euh, les écoles de commerce aujourd'hui portent une attention particulière à la prise en compte des enjeux sociétaux environnementaux. Dans toutes les grandes écoles, vous serez non seulement soumis à des enseignements, mais vous allez devoir certainement parfois vous engager dans des actions en faveur de la diversité, en faveur de la promotion sociale, de l'équité, de la justice sociale, soit à travers des stages qu'on dit stages humanitaires, solidaires, citoyens, soit à travers des projets que vous allez devoir monter dans ce sens. Donc, tous les cadres aujourd'hui sont initiés au management responsable. Le management responsable consiste à dire nos décisions, nos performances, nos résultats doivent tenir compte de ce qu'on appelle la triple logique, bon, financière, économique et financière, mais aussi sociale, sociétale et environnementale. Donc, vous ne serez pas indemne
dans cette lutte-là pour faire de notre monde un meilleur monde, comme le disait un chanteur. Alors, ça paraît comme ça euh, très naïf, mais en réalité, aujourd'hui, c'est une qualité, une compétence attendue dans les entreprises. Que le manager puisse, dans sa pratique, intégrer ces enjeux sociétaux et environnementaux. La professionnalisation est un élément caractéristique des grandes écoles. Toutes les écoles, lorsque vous entrez à la première année, vous proposent au moins 15 mois de stage répartis de la première à la dernière année. 15 mois de stage, c'est que dès la première année, vous avez un stage en général de 3 mois qu'on appelle de 1 à 3 mois. C'est un stage qu'on dit ouvrier parce que vous êtes dans des rôles très opérationnels. En deuxième année, vous avez des stages qui vont de 3 mois à 6 mois. Ces stages, en fait, sont à contenu beaucoup plus élaboré. Vous avez en charge de porter un projet, de porter une mission. On vous demande, par exemple, si vous êtes en contrôle de gestion, ben, de faire un contrôle thématique sur un sujet pendant une période, etc., et de rendre vos conclusions, etc. Donc, vous avez ce travail-là qui vous sera demandé. Vous avez, en fin de parcours, la troisième année, un stage qui est impérativement de 6 mois. Aujourd'hui, c'est la norme. Le stage de dernière année est un stage quasiment de 6 mois. Vous pouvez le faire en France à l'étranger, comme d'ailleurs tous les stages qui vous ont été proposés. Vous pouvez le faire en France ou à l'étranger. Ça peut faire l'objet, en plus d'un rapport, l'objet de votre mémoire de fin d'études, parce que tous les diplômes débouchent sur un mémoire de fin d'études que vous devez présenter. Mais ce mémoire n'est pas forcément en rapport avec un stage. C'est un travail analytique, mais vous pouvez aussi prendre votre stage comme terrain d'étude, comme champ d'étude. Donc, le stage participe à ce qu'on appelle la professionnalisation. C'est aller mettre en place un projet, c'est aller mettre en place des savoirs acquis en classe, mais c'est surtout aller observer la vie des adultes en entreprise. Souvent, le jeune adulte que vous êtes, vous avez des attitudes, vous avez des habitudes, vous avez une façon de voir le monde, vous avez une façon de voir les relations dans les relations de communication, d'interaction sociale dans le monde d'une certaine façon, avec un peu de naïveté, nous dirons. Mais en fait, c'est que quand vous êtes dans le milieu professionnel, il y a des jargons, il y a des règles qui sont non dites, par exemple, la distribution de la parole, parce qu'il y a des règles hiérarchiques. Oui, c'est pas parce que vous avez raison que vous devez prendre la parole. Non, c'est le directeur qui a la parole et qui vous parle quand il vous la donne. Donc, c'est très bizarre, me diraient les jeunes, mais en fait, c'est comme ça que cela se passe. Et cela s'apprend. Il y a des codes vestimentaires. Quand on va en entretien, en règle générale, on est en chemise blanche, etc. Le reste du temps, quand on est avec les collègues, on peut être beaucoup plus casual, etc. Mais quand on reçoit des clients, quand on va en comité de direction, etc. Voilà. Mais ce sont des règles qui sont non dites. Et en fait, que le stage vous permet d'appréhender et de développer ce qu'on appelle une intelligence sociale. Une intelligence sociale, c'est la capacité à prendre par-ci, par-là des signaux faibles, de petites indications, un petit mot que j'ai entendu par là, et je crée une cohérence qui me permet de comprendre globalement où je suis, qui je suis, là où je suis. Aujourd'hui, on nous parle des générations Z, etc., des milléniums qui ne savent plus se comporter, etc., et qu'en fait, les entreprises sont en train quasiment de devoir refaire l'éducation de certains de leurs salariés. Les temps changent, nous aurait dit Bob Dylan. Oui, effectivement, il faut que la vieille génération s'adapte aux nouvelles règles des jeunes, mais en même temps, il y a des constantes, il y a des choses qui ne bougent pas, et qu'on le veuille ou non, on ne va pas faire du jeunisme, qu'on le veuille ou non, ça ne changera pas. Donc, ça veut dire que vous devez aujourd'hui prendre conscience que, dans une certaine manière, il y aura une ouverture, une bienveillance en entreprise pour certains de vos écarts, mais pas tous vos écarts. Ça veut dire qu'il y a un certain moment, ce sera la porte. Donc, le stage permet en fait d'acquérir cette culture professionnelle qui vous, en fait, vous permet de vous adapter dans le milieu où vous vous trouvez. Dans telle entreprise, ça se passe comme ça. Chez les Américains, on peut se mettre en chemisette, on peut se tutoyer, etc. C'est pas un souci, etc.
Ben, quand on est dans le milieu bancaire, ben, c'est totalement différent. Le code vestimentaire est totalement différent et on n'a pas le même rapport avec son directeur régional, son directeur national qu'on a, comme si on travaillait dans dans une chaîne de restauration rapide. Donc, il est très important de pouvoir identifier lors de de ce temps-là ces codes qui sont des codes non dits. Pendant le stage aussi, vous allez aussi créer votre réseau parce que vous avez travaillé avec des professionnels. C'est le moment de vous faire remarquer. Et si vous faites remarquer, ces adultes peuvent devenir vos mentors dans le métier, même si vous ne restez pas dans l'entreprise. Si vous avez laissé une bonne impression par votre attitude, par votre savoir-faire, par votre savoir-vivre aussi, votre savoir-être, ces gens seront enclins demain à se porter un peu garant lorsque vous présentez en entreprise de votre probité, de votre savoir-faire, de votre savoir-être, etc. Donc voilà, donc le stage, ce n'est pas simplement une ligne sur son CV, j'ai fait un stage dans telle grande entreprise. L'entreprise peut être une entreprise qui n'a pas pignon sur rue. Par contre, vous pourrez y apprendre énormément et ça peut vous servir pour toute votre expérience future. Une grande école, c'est aussi de l'expérience humaine et sociale. Une grande école, vous ne pourrez pas effectuer votre parcours sans avoir été impliqué dans la vie associative, dans la vie sociale. Alors, c'est souvent, parfois, peut-être ce qui crée un petit malentendu, parce que les gens de l'extérieur voient des jeunes qui s'épanouissent. Et ils pensent que s'épanouir, c'est parce qu'ils ne fichent rien à l'école. Non. La vie associative est une part intégrante de notre pédagogie de l'expérientiel. Donc, monter une association, c'est faire un projet, c'est établir un budget, c'est manager des copains, en fait, en leur attribuant des rôles, des tâches, en les contrôlant, parce que s'ils ne le font pas, ben, votre activité, vous voulez juste organiser une soirée. S'il n'a pas fait la commande de boisson, ben, la soirée ne se tient pas. S'il n'a pas fait la déclaration à la SACEM, ben, la soirée ne se fait pas. Oui, donc vous allez être en fait un manager. Donc, dans la vie associative, nous avons une duplication, une construction, par analogie, de la vie en entreprise. Mais c'est dans la vie associative, c'est dans la participation culturelle, à la vie culturelle et sociale de l'école, qu'en fait, vous allez vous faire des amis. Ces mêmes amis qui demain vont être des collègues, des partenaires en business ou des concurrents. Mais ils vont en fait vous aider à construire ce qu'on appelle un réseau sûr. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté, vous pouvez décrocher votre téléphone, vous pouvez envoyer un mail, un SMS, etc. et ils vous répondront. Je dis, ils vous répondront. C'est-à-dire que vous êtes en lien, vous êtes en rapport. Et donc, oui, vous donnez une une expérience humaine, sociale, culturelle très riche. Alors, tout autour des écoles de commerce, vous avez en fait des activités organisées par souvent un service qu'on appelle la vie associative. Aujourd'hui, je suis en train de parler devant vous à partir de la maison des étudiants de Troyes. Donc, notre école de commerce travaille avec des établissements comme celui-ci pour pouvoir permettre, ouvrir le champ de possibles à nos étudiants. Donc, les écoles de commerce ne sont pas non plus des isolats. Les écoles de commerce travaillent dans un domaine donné, dans une ville, dans un espace donné, avec les acteurs de l'enseignement supérieur, mais aussi avec les acteurs du tourisme local, avec les institutionnels, je ne sais pas, l'orchestre philharmonique, voilà, pour monter un spectacle, le théâtre pour monter un spectacle de fin d'année, etc. Et qui aide aussi à faire du manager ben, quelqu'un de cultivé, mais aussi quelqu'un qui sait prendre la parole en public s'il s'agit du théâtre, quelqu'un qui sait porter attention à ce qui se passe autour de lui lorsqu'il s'agit de participer à un téléthon ou de participer à une organisation caritative. Voilà, j'ai essayé dans cette présentation, en étant bien sûr peut-être un peu long, de vous dire et voilà, pourquoi et comment on peut intégrer une école de commerce. SCBS est une business school. Voilà, vous pourrez éventuellement, si vous le souhaitez, échanger avec moi en direct ou en off par la suite. Je suis Matar Bey, le directeur des programmes de SCBS, donc la business school de Y School, ici à Troyes. Et j'étais heureux d'échanger, de faire cette longue introduction sur les écoles de commerce. Je suis maintenant à vous. Si vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à échanger et puis voilà, à aller un peu plus peut-être en profondeur sur les éléments, peut-être sur lesquels je suis passé un peu trop vite. Est-ce que nous avons des questions?
Écoutez, Monsieur Lam, si vous n'avez pas de questions, on va remercier Monsieur Mbaye pour sa présentation complète. Vous pouvez retrouver les différents webinaires sur le site Étudier à 3, le Facebook Étudier à 3 et la page dédiée pour le Forum Annuel étudiant 2022. Et n'hésitez pas à reprendre contact avec SIBS pour d'autres questions par rapport à l'école. Ou si vous n'avez pas de contact à demander à SIBS, vous pouvez aussi contacter la Maison des étudiants pour tout autre renseignement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.